Donc on va essayer d'enchaîner avec l'ensemble des systèmes. On va voir rapidement, bon, comme on a passé un peu plus de temps sur l'introduction, on a expliqué un petit peu chaque système, on peut aller peut-être un peu plus vite ici, si vous voulez bien, et surtout qu'on a pris un peu de retard. Bien, là, énergie renouvelable, donc encore une fois, ici, énergie renouvelable, c'est plus, en fait, électricité, production électrique. Bon, alors, bien sûr, d'une manière générale, on va trouver, bon, ce qui est plus courant, disons, en production électrique au niveau des bâtiments, c'est ou bien le photovoltaïque, éventuellement l'éolien, ou bien le système hybride. Bon, je ne sais pas si c'est très courant. Même pour l'énergie éolienne, bon, je crois les petites éoliennes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, si vous connaissez des cas spécifiques montés sur un bâtiment ou sur une petite maison, mais ça reste quand même très marginal comparé au photovoltaïque, franchement. C'est vraiment de... Les microcentrales hydrauliques. Ah oui, mais là, on n'a pas... Bon, c'est pas... Dans les bâtiments, c'est pas très courant, spécifique aux bâtiments, ça reste très marginal. Mais la méthode de calcul reste valable. C'est-à-dire, si on a une production en hydraulique, on va utiliser exactement la même formule et le même indicateur. Ça marche aussi. Bien. Alors, on va voir un petit peu... Bon, qu'est-ce que l'énergie renouvelable? Je vais passer rapidement et avec les avantages aussi, bon, on connaît les avantages des énergies renouvelables d'une manière générale. Bien sûr, bon, c'est propre, ça devient abordable en prix. On parle de l'éolien, donc ce que j'ai dit, et le solaire, donc le photovoltaïque plus précisément, et des systèmes hybrides. Alors le principe, je passe rapidement parce que c'est très général, on en a parlé, c'est pas vraiment très important. Bon, la composition photovoltaïque, il y a maintenant beaucoup de variétés, comme vous le savez, en système photovoltaïque. Tout dépend un petit peu des conditions de production et de consommation. Est-ce qu'on peut raccorder au réseau? Est-ce qu'on a besoin de batteries pour stocker, pour utiliser la nuit, etc. Donc il y a toutes les possibilités et tous les moyens techniques qui peuvent adapter à ces différentes situations. Bien. Alors, le système éolien, bon, bien sûr aussi, ça ressemble un petit peu. Il y a en gros les mêmes composantes électriques, si vous voulez. Il n'y a que le système qui produit. Donc, ici, c'est une éolienne. Alors, voilà un petit peu ce que c'est, rapidement. Alors, les systèmes hybrides, bon, photovoltaïque et éolien, bon, théoriquement, ça existe, mais bon, c'est pas très courant parce que ça coûte quand même assez cher et de toutes les façons, ça ne couvre pas la totalité des besoins, sauf situation très particulière. Bon, là aussi, les composantes, c'est les mêmes que tout à l'heure. Bon, vous connaissez, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alors, comment on calcule? Donc là, on arrive à notre indicateur, si vous voulez, qui nous permet d'avoir des notes, la notation dans GrassMed. Donc, vous regardez un petit peu, bon, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, on a d'abord, l'équipe de conception doit se mettre toutes les données nécessaires concernant les besoins en kilowattheures par an. Donc, on doit connaître la consommation annuelle, bien sûr. Et on a bien sûr les spécifications, etc. On peut connaître d'une manière relativement précise la production annuelle du système photovoltaïque ou du système éolien ou énergie renouvelable. Et après, on va faire le ratio, on va faire le rapport des deux, c'est-à-dire on va avoir le rapport de l'énergie électrique produite par le système divisé par le besoin total multiplié par 100. Et donc,
on va trouver le pourcentage qui est couvert par le système énergie renouvelable, disons. D'accord? Bon, de toute façon, ces présentations, vous allez les avoir, donc il n'y a pas de souci. Alors, on a pris un minimum, donc, comme je vous ai dit, un minimum de 4% pour si vous voulez, admissible ou où on peut donner des notes. Donc, entre 4 et 10%. Donc, on va calculer ce pourcentage et on passe ici et on donne les points tout simplement. Bon, on va voir un petit peu la lumière, l'éclairage naturel. Donc, pourquoi l'éclairage naturel? Bon, ça, on va essayer d'aller assez vite. L'importance de l'éclairage naturel et on va voir un petit peu comment on peut se conformer à Grassmed. Donc, on va voir les éléments qui sont importants. Bien, alors, bon, bien sûr, l'éclairage naturel, donc à placer les fenêtres, des ouvertures, lucarnes, autres ouvertures, surfaces réfléchissantes, etc., pour profiter au mieux, en fait, de l'éclairage naturel. Alors, pourquoi bon, bien sûr, on va faire des économies d'énergie, mais d'un point de vue, puisque c'est de la lumière naturelle, c'est plus reposant et ça a été prouvé que l'éclairage artificiel. Donc il y a 2 points importants, c'est l'économie d'énergie, mais c'est aussi le confort psychologique ou le confort visuel. Alors voilà un petit peu. Donc ça c'est. Alors comment intégrer la lumière du jour? Donc si vous voulez, la question de la lumière ou de l'éclairage naturel, c'est assez complexe. C'est pour ça que je dis, parce que, bon, il y a la lumière qu'on va prendre, mais aussi il y a la chaleur. Donc, il faut savoir les surfaces des vitrages ou des ouvertures, etc. Il y a des règles à respecter. Il faut faire attention, ne pas prendre la chaleur, parce que ce qu'on va gagner sur la lumière, on va le perdre facilement sur la chaleur, donc tout à fait, il y a des solutions, c'est pour ça il y a des solutions, bien sûr. Bon, on a parlé un petit peu hier, on a parlé un petit peu de l'enveloppe, on a parlé des protections, etc., en fonction de la disposition des bâtiments, etc. Il y a des tas de choses et des tas des détails à voir pour profiter au mieux de l'éclairage naturel. Je veux dire, ici, bon, on peut parler des choses, on peut parler des techniques ou des solutions, mais ça reste incomplet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine, franchement. Alors, bon, il y a des solutions. Ici, ce sont des exemples pour essayer de faire entrer la lumière de la meilleure façon possible. Donc là, c'est des petites choses. Comment augmenter l'éclairement naturel? Bon, on a un petit résumé ici. Par exemple, les masques visuels à éviter, bien sûr. Bon, il y a des petites explications ici. Le positionnement des fenêtres pour améliorer l'éclairage. Donc, dans les pièces de vie, c'est plus important, moins important dans les chambres à coucher, par exemple. L'orientation nord-sud est déterminant pour la lumière naturelle. Donc, au sud, on a plus de lumière, certainement, mais on a plus de chaleur aussi. Donc, il faut faire attention, protéger contre le solaire thermique, disons. Revêtement intérieur pour augmenter la luminosité de l'habitat. Donc, revêtement clair, et bien sûr, on préfère les revêtements clairs. Le type de vitrage, bon, double vitrage, ici, à basse émissivité, en fait, bon, c'est à corriger, à basse émissivité. Donc, ça, c'est plus intéressant pour faire passer la lumière et ne pas faire passer de la chaleur. Alors, au niveau des vitrages, de toutes les façons,
bon, on a fait vraiment beaucoup de progrès. Et maintenant, on peut trouver des vitrages adaptés selon le type d'utilisation. C'est vraiment... il y a beaucoup de choix dans ces domaines. Alors, également recommandé d'avoir une surface vitrée égale au 1/5 de la surface du plancher, avoir une grande fenêtre plutôt qu'une multitude de petites fenêtres dans une pièce. Bon, voilà un petit peu quelques recommandations. Alors, pour les calculs, la quantité de lumière du jour reçue dans un espace interpréteur analysé en mesurant l'éclairement sur une grille ou en effectuant un calcul du facteur de lumière du jour. Donc, voilà ce qu'on va utiliser. En fait, c'est le facteur de lumière du jour, ADF, en pourcentage. Donc, voilà un petit peu la formule. Alors, on a toutes les données, donc la surface de vitrage, la transmittance, l'angle d'exposition en fait qu'on voit là-bas, donc c'est l'angle θ qu'on a aussi, la surface de la chambre et la réflectance, coefficient de réflectance de la chambre. Donc avec toutes ces données, on va pouvoir calculer un coefficient d'éclairement solaire du jour, si vous voulez. Hein? Facteur de lumière du jour moyen. Alors, avec ça, après donc avoir calculé le facteur de lumière du jour des pièces, si vous voulez, on va calculer le facteur de conformité. Donc, c'est F, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, c'est toutes les, la surface, l'ensemble des surfaces ayant un coefficient ADF supérieur à 2 qu'on a calculé tout à l'heure, divisé par la surface totale occupée. Donc, on va calculer ce coefficient et avec ça, alors, espaces non occupés ne sont pas pris en considération parce que ce n'est pas très important le problème d'éclairage, si vous voulez. Bon, voilà un petit peu dans un climat froid, bon, il faut tirer les meilleures parties de chauffage passif, donc on n'a pas de souci, on prend la chaleur et on prend la lumière en même temps. Dans les climats chauds, bien sûr, il faut faire attention, il faut être sélectif et prendre essentiellement la lumière du jour. Bon, le bon équilibre entre le verre, les surfaces opaques des façades extérieures, etc. Donc, ça a été le rapport entre les surfaces opaques et les surfaces vitrées, ça a été traité dans le module enveloppe, en fait. C'est avec le WWR. Wall, enfin, le ratio, wall to window to wall to window ratio, en fait. Donc, voilà un petit peu. Bon. Au plafond, fenêtre avec étagère lumineuse, fenêtres, ce sont de petites solutions sur murs adjacents, murs et plafonds de couleur claire, donc ce sont des astuces, si vous voulez. Bon, les différents types de dispositifs d'ombrage sont extérieurs, intérieurs, fixes et mobiles, manuels et automatiques. Donc, bon, il y a quelques exemples ici, vertical, horizontal, combiné. Donc ça, on l'a vu aussi pour l'enveloppe. On a aussi ce type d'ombrage intérieur, donc côté intérieur, ombrage fixe et mobile. Donc il y a plusieurs solutions qu'on peut utiliser pour maîtriser un peu ou pour profiter de la lumière plutôt que de la chaleur qui n'est pas souhaitée, si vous voulez. Alors, bien sûr, mobiles permettent manuellement ou par des systèmes automatisés de contrôler la lumière, donc en dispositif d'ombrage. Donc, on peut, bien sûr, on peut utiliser des dispositifs automatiques
Et on peut mettre des photons détecteurs qui vont commander l'ouverture de ces dispositifs. Alors, comment se conformer à Grassmed? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va F et en fonction de ce coefficient, on va avoir des points plus ou moins importants. Donc, sur le CF, on a 10 points au maximum. Et sur les dispositifs d'ombrage, donc, bon, on a vu, on peut avoir un point sur le ombrage intérieur, automatique. Si on a de l'automatique, on a 2 points. Si on a distribué correctement l'éclairage, on va avoir 3 points. Et si on a un système de contrôle, on va avoir 4 points. Donc voilà un petit peu rapidement l'éclairage naturel. La ventilation naturelle, donc ça dépend, et la ventilation aussi mécanique contrôlée. Surtout si on a ce qu'on a appelé le double flux avec récupération de chaleur ou d'énergie. Bien. Alors, donc on va voir assez rapidement tout ça et on va voir surtout comment se conformer à Grassmed. C'est ça qui nous intéresse en fait le plus. Bon, consistant à remplacer l'air intérieur pollué par de l'air frais provenant de l'extérieur du bâtiment. Bien sûr, on a besoin c'est le renouvellement d'air pour garder une qualité d'air correcte à l'intérieur. Alors, en fonction du bâtiment et de son apport d'air naturel, différents types de ventilation seront nécessaires pour offrir un environnement donc ventilation naturelle et ventilation mécanique contrôlée. Alors, bon, l'efficacité de la ventilation naturelle varie en fonction de nombreux paramètres. Bien sûr, la vitesse et direction du vent dominant, du milieu environnant, orientation du bâtiment, température et humidité, dimension emplacement et fonctionnement des fenêtres. Donc, tous ces paramètres sont importants. Bien sûr, on utilise surtout en fait deux effets. Le vent, en fait, c'est-à-dire, bon, bien sûr, on va essayer d'orienter les ouvertures dans la direction du vent le plus possible, du vent d'été en général, bien sûr, ici dans nos régions. Et l'effet thermique, donc l'effet cheminée, pour aussi augmenter le flux ou le mouvement d'air à l'intérieur du bâtiment. Alors, bien, voilà un petit peu pour ce que c'est. Donc, bon, il y a beaucoup d'exemples, mais... Donc, la stratégie dépendra de la conception du bâtiment, des charges thermiques internes et de l'emplacement des ouvertures, généralement les fenêtres. Donc, en gros, on parle de 3 types de ventilation naturelle. C'est le single side, donc le même côté, on a l'entrée et la sortie, et on a la ventilation croisée, ou en fait opposée, si on veut. Donc, les 2 ouvertures sont à l'opposé, l'une par rapport à l'autre, et l'effet cheminée, en fait, l'effet cheminée, donc c'est l'effet thermique, le mouvement, qui est assez intéressant également. Alors, l'effet vent, bien sûr, l'effet vent ou ventilation entraînée par le vent, c'est une méthode naturelle. Alors, bien sûr, on va placer les murs. Bon, l'entrée, ça va être là où arrive le vent, donc c'est là où il y a la surpression, disons, et de l'autre côté, on a une dépression, et c'est comme ça que le mouvement va se faire naturellement. La stratégie des cheminées, c'est en fait, c'est parce que l'air qui rentre va chauffer, donc il va être aspiré par les ouvertures qui sont à des hauteurs plus importantes que celles de l'entrée ou de l'entrée d'air, si vous voulez. Bon,
c'est pas très recommandé en fait. Bon, parfois on n'a pas beaucoup de choix. Bon, il y a des pièces où on n'a qu'une seule fenêtre, donc bon, il faut que la ventilation naturelle passe par là, par cette fenêtre, mais ce n'est pas très efficace en fait. C'est pas très efficace parce que le mouvement d'air n'est pas très favorable. Alors en hiver, bon, bien sûr, on peut ouvrir pour prendre un peu d'air. On va avoir un mouvement parce qu'il y a une différence au niveau des températures. Et donc l'air chaud a tendance à s'échapper et sera remplacé. Donc on va avoir un mouvement, mais on ne peut pas laisser puisque l'air est très froid. Donc on va ouvrir d'une façon intermittente et pendant des temps assez courts pour pouvoir, si vous voulez, renouveler naturellement l'air. Alors, bon, la situation la plus intéressante, c'est ça en fait, c'est le mouvement naturel en se basant sur la vitesse du vent, donc vous avez l'entrée, et on a aussi l'effet cheminée. Donc voilà. Alors bien sûr, il faut connaître les paramètres extérieurs, c'est-à-dire la direction du vent, la valeur de la vitesse, etc., et pour bien disposer nos ouvertures et bien profiter du mouvement du vent. Donc il faut bien connaître tous les paramètres liés au mouvement du vent et surtout en été, bien sûr selon les zones climatiques. Par exemple, ici, on a vu quelques zones climatiques hier. Bon, on a les mêmes ici, donc au bord de la mer, puis la montagne en hauteur moyenne, le plateau intérieur, donc les temps assez secs, et les montagnes. Donc, on a des vitesses assez différentes. On a des valeurs qui sont données ici. C'est important de connaître la vitesse, parce que c'est l'élément moteur qui va nous conditionner la ventilation. Bon, alors, bon, ici pour une introduction réussie de la ventilation naturelle, on doit prendre en considération un certain nombre de paramètres. Donc ça, on a déjà parlé un petit peu, mais chaque pièce, par exemple, doit avoir deux ouvertures, entrée et évacuation séparées. L'évacuation bien au-dessus de l'entrée, on a dit pour maximiser l'effet des cheminées, orienter les fenêtres dans la pièce et décaler les unes par rapport aux autres pour maximiser le mélange, c'est-à-dire pour avoir un mouvement dans l'ensemble de la pièce. Localiser les ouvertures sur les côtés opposés du bâtiment pour maximiser la ventilation transversale afin de tirer les meilleures parties de la direction du vent. Donc ça, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé des faîtes et de la direction des faîtes qui doit être perpendiculaire au mouvement. Donc ça veut dire tout simplement placer les ouvertures d'une manière perpendiculaire en fait à la direction du vent. Des fenêtres extérieures éloignées des polluants. Prévoyez des évents de fait qui sont des ouvertures au point les plus élevés du toit qui offrent une bonne sortie pour l'effet cheminée et la ventilation induite par le vent. Favoriser une circulation adéquate interne, bien sûr, entre les pièces. Bon, on peut laisser les portes ouvertes, etc., donc pour laisser circuler facilement l'air à l'intérieur. Optimiser le refroidissement nocturne naturel. Bon, le changement d'air maximum, donc on a aussi des débits d'air acceptables. Donc en hiver, c'est 2 fois à 3 fois le volume de la pièce horaire. En été, c'est 4 à 6 fois. Pour les atriums, il faut aller jusqu'à 10 à 15 fois de volume horaire. Préférez bien sûr la ventilation croisée
la ventilation par cheminée ou la ventilation hybride dans les espaces à forte occupation. Envisager l'utilisation de lucarnes ventilées donc, dans une stratégie de ventilation par effet de cheminée. On est en train de répéter les choses qu'on a dit. Les puits de lumière, ce qu'on a dit tout à l'heure, du puits de lumière pourrait également servir de cheminée solaire pour augmenter le flux. Bon, ça c'est un peu les dimensions hauteur par rapport à la profondeur. Donc, pour la conformité, donc voilà un petit peu, pour être, bon, la façade du bâtiment doit être perpendiculaire au vent dominant d'été. Donc ça c'est le premier point, vous voyez, 5 points, c'est ça en fait. Après, on l'a vu tout à l'heure, donc le premier point c'est ça, hein, c'est maximize wind-induced ventilation by sitting ridge, donc perpendiculaire au vent dominant d'été. Et alors le deuxième point, c'est en fait, ou le deuxième indicateur, c'est exhaust high above inlet to maximize take. On l'a vu aussi, mettre la sortie d'air plus haute que l'entrée. Après, bon, openings away from, éloigné des sources de polluants, ça on l'a vu aussi, donc 3 points. Ridge vent, ça un point, donc ridge vent c'est les vents qui est tout au-dessus. Internal, donc ça on a vu. Et apply ventilation configuration properly. Ça, il faut voir un peu comment se fait la circulation, etc. Donc là, en fait, c'est le concept global ici de la ventilation naturelle qui peut avoir 6 points aussi. Des économies supplémentaires en été en réduisant la teneur en humidité de l'air entrant qui devrait autrement être déshumidifié avec l'équipement de refroidissement ou un déshumidificateur. Bon, j'ai donné l'exemple du chauffage, mais là aussi on a l'exemple de climatisation. Donc dans les deux cas, ça permet de récupérer l'humidité et de l'injecter ou de l'éliminer si c'est nécessaire dans les deux situations. Bon, à récupération d'énergie, c'est plus efficace, mais il n'est pas très utilisé parce qu'en fait, il coûte plus cher que le système de base à récupération de chaleur. De toutes les façons, alors, voilà un petit peu comment calculer, bon, selon la norme HRE, on va calculer le nombre de CFM. Le nombre de CFM, c'est-à-dire le flux, en fait, le flux d'air, donc il est calculé en fonction de la surface, et en fonction du nombre de personnes. Donc, il est calculé de cette façon. Bon, après bon, on a des CFM par personne, donc il faut prendre aussi en considération selon le cas. Donc, vous voyez un petit peu, il y a différentes situations. Bon, pour le hôtel, etc., 10, 15, pour les offices, bureaux, 17, 20, par personne. Donc ça, il faut prendre en considération pour avoir le débit total. Alors, bon, si on est conforme, donc ça c'est les prérequis. Vous voyez, donc le premier point, ça veut dire on est conforme selon la norme HRE, c'est-à-dire on a calculé le CFM et on a trouvé, bon, si on a le débit réel qui est égal ou supérieur, on a le prérequis, donc on a 4 points. Après, si on a une ventilation avec un contrôle de dioxyde de carbone, si on a un capteur qui est installé pour contrôler la qualité de l'air, on a 2 points.
Et si on a une récupération de chaleur ou d'énergie, c'est pareil, on va avoir 4 points. Donc voilà pour la ventilation mécanique. Donc, bon, on a 4 points si on respecte la norme HC déjà, mais on a quand même 6 points. Si on a un système performant, 4 points, c'est on récupère l'énergie. Donc on insiste quand même sur le fait que c'est un système récupérateur d'énergie, donc qui va faire des économies quelque part. Bon, si on a ici, donc, il y a 15 points. Donc si vous regardez un peu le chauffage, ventilation, air conditionné, un capteur de CO2 pour la ventilation mécanique, on a déjà 10 points. Donc tout ça, c'est de l'énergie. Hein. Et même sur le power system, sur les systèmes qui consomment de l'électricité, on a aussi, si on les gère, on a mis 2 points. Donc tout ça, c'est lié à l'énergie. Donc si vous voyez, Electric Power Control System aussi, sur le système de production électrique, on a aussi mis 3 points. Donc, les 15 points, en fait, c'est lié à la consommation d'énergie. Donc, l'objectif ici, dans le Grassmann, en fait, les points sont donnés à l'énergie, en fait, à l'économie d'énergie. Très bien. Bon, est-ce que vous avez encore un peu de... Est-ce qu'on peut voir encore, je crois, on peut voir les chaudières et les climatiseurs rapidement, une dizaine de minutes. Donc on va voir ici. Donc ici on a les chaudières et la climatisation, ventilation, chauffage, ventilation, climatisation et chaudière. Ça va? Bon, alors, oui. Non, c'est parce qu'on n'a pas. Je vais laisser pour demain l'éclairage des parkings et l'éclairage artificiel. Donc, je vais faire ça pour finir et on va prendre un peu de temps sur l'éclairage et sur parce qu'on a une étude de cas à faire. Donc, je préfère finir ça. Bon, c'est lié un peu à la ventilation. C'est un peu dans le même. Eh bien, il y a aussi les quiz qu'on n'a pas fait. Il y a les quiz, mais c'est pour ça qu'on est un peu pris par le temps. Oh, pas grave. Bien, alors pour les chaudières, bon, une chaudière, on sait ce que une chaudière, ça, en général, ça chauffe l'eau, mais ça peut chauffer, on peut avoir de la vapeur avec ça. Alors, bien sûr, il y a, bon, c'est un composant principal d'un système de production, bon, l'alimentation en combustible, les systèmes d'air, etc. Mais l'élément le plus essentiel, c'est bien la chaudière. Alors, bon, sur le plan technique, bien sûr, c'est très varié, il y a beaucoup de variétés de chaudières, mais on parle de plus en plus de chaudières à condensation. Donc, si on veut augmenter l'efficacité, on parle de chaudières à condensation. Ce n'est pas systématique, mais c'est la chaudière qui a le rendement le plus élevé, en fait. Donc, c'est vraiment un système intéressant. Alors, on commence à l'utiliser, même chez nous, ici, ça doit exister certainement, des chaudières à condensation. Je ne sais pas si... Donc, alors, bon, ça a un très bon rendement, donc c'est pour ça que est bien noté en général. Donc, bon, là, on a mis trois types de chaudières. Alors, les chaudières, disons les anciennes chaudières, bon, on va calculer pour notre système Grassmed, système de notation, on va calculer en fait ce coefficient qui est en fait le rapport en fait entre l'énergie totale, donc
efficacité annuelle d'utilisation du combustible, rendement. En fait, c'est le rendement. C'est bien le rendement, qui est le rapport entre la production annuelle d'énergie de la chaudière et l'apport énergétique annuel du combustible. Donc, la chaleur qui est disponible dans le combustible, disons, et la chaleur réelle, l'énergie réelle produite ou la chaleur réelle produite par la chaudière. Donc, on va avoir ce coefficient d'efficacité et après, on va... Alors, bon, on parle d'anciens systèmes qui ont... Alors, ces systèmes ne seront pas notés. Alors, là, on a un système qui est un peu plus performant avec une ventilation d'extraction, allumage électrique. Donc, on arrive à avoir des rendements jusqu'à 83%. Alors, le troisième système, c'est le système où la chaudière à condensation. Donc, vous connaissez le principe, probablement. En fait, ça permet de récupérer, c'est la première photo qu'on a vue, ça permet de récupérer la chaleur de condensation de l'eau qui est présente dans les gaz d'échappement. C'est-à-dire, au lieu de sortir à 180 degrés, on va aller en dessous de 100 degrés et on va faire condenser l'eau. Et c'est la chaleur latente surtout qu'on récupère. Ce n'est pas la chaleur sensible, c'est la chaleur latente de l'eau qui se trouve sous forme de vapeur qu'on récupère. Et là, on a une énergie importante. C'est-à-dire ça permet d'augmenter cet échangeur de quelques pourcents jusqu'à 7%. Ça permet d'augmenter l'efficacité ou le rendement. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, le système CVZ, donc, c'est chauffage, ventilation et climatisation. Donc là aussi, bon, en gros, on a les systèmes centraux et les systèmes individuels, ou ce qu'on appelle le split. Le split. Alors, on va trouver, bon, surtout en centrale, on va trouver des systèmes refroidis par air. Donc ça, en split, ça existe aussi, refroidi par eau. On a la pompe à chaleur, donc, qui a un double fonctionnement. Et on a ce qu'on appelle les chillers, les refroidisseurs, qui, en fait, d'eau, qui refroidissent l'eau et on transporte l'eau après. Donc c'est du grand, disons, central, en fait. C'est ce qu'on appelle les groupes frigorigènes. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est les gros systèmes. On en trouve des petits systèmes aussi, hein, mais surtout en grande distance de distribution et système, c'est ce qui est utilisé, en fait. Bon, alors, la valeur minimale du taux d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est le taux d'efficacité énergétique, Energy Efficiency Ratio, en fait, on le laisse parfois en anglais, est un terme généralement utilisé pour définir l'efficacité énergétique de refroidissement des systèmes. En fait, c'est le coefficient de performance à un coefficient près. Donc si le coefficient de performance est élevé, ça, c'est le coefficient ER est élevé aussi. Maintenant, on parle EERS, le coefficient de performance saisonnier. Oui, saisonnier, oui, parce qu'on l'utilise. Mais là, vous allez voir, bon, pour les pompes à chaleur, on a plus. On fait le froid, on utilise les ER, et en chaud, on utilise le coefficient de performance, en fait. Et on va voir. Bon, en fonction vous voyez un petit peu des capacités, on a le coefficient, donc ça, c'est en climatisation, c'est de l'air conditionné. Donc, bon, on a des variétés de machines ou de systèmes. Donc là, c'est vraiment très vaste. Et on a le minimum value of EER. Donc, c'est ça. Alors, voilà un petit peu. Donc, pour chaque type, si vous voulez. Alors ici, par exemple, on est parti sur les pompes à chaleur. Donc, pour les pompes à chaleur, on a un coefficient de performance en utilisation, en chauffage, et on a les EER. Mais, bon, on peut passer de l'un à l'autre facilement, en fait. Et les pompes à chaleur RR et RO.
En fait, ce coefficient R, c'est américain, ça, le coefficient R. Parce qu'en fait, c'est un rapport de deux grandeurs qui ont deux unités différentes, en fait. C'est le watt sur les BTU. En fait, c'est les BTU par heure divisé par des watts, en fait. Bon. Voilà un petit peu. Donc, on a les valeurs minimales qu'on va prendre comme base et on va calculer le facteur, l'index d'augmentation du rendement. Vous voyez, augmentation de rendement, c'est-à-dire, on va, en fait, ce coefficient ou ce multiplié par 100, donc c'est un pourcentage, c'est l'efficacité du système installé divisé le minimum qu'on va trouver dans les tableaux selon le type de la machine et divisé par le minimum, multiplié par 100. Donc là, on va avoir un pourcentage, 5%, 10%, etc. Et en se basant là-dessus, on va pouvoir définir. Bon, on a aussi le coefficient CF. Bon, c'est l'énergie disponible, énergie sensible disponible dans le flux. La puissance, c'est en général, quand on a un système de distribution d'air, voilà, qu'est-ce qui fait le système de distribution d'air? Il utilise des ventilateurs. Ventilation. Le ventilateur, donc, il consomme une puissance en électricité, mais il fait véhiculer une puissance de froid. C'est-à-dire la chaleur sensible, ou la puissance sensible qui est véhiculée, est divisée par la puissance de l'électricité. Par la consommation. C'est le COP que vous connaissez, c'est en énergie, combien de thermique qu'on a donné sur combien de kilowattheures d'électricité, mais dans la distribution, c'est la puissance de froid qui est la chaleur sensible qui est fournie, divisée par la puissance de ventilateur. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'énergie qui est utilisée pour transporter l'énergie dont on a besoin soit trop importante. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'énergie de ventilation qui va véhiculer l'air soit assez élevée par rapport à l'énergie qu'on a besoin en chauffage ou en climatisation. Sinon on va perdre en efficacité. Ça va coûter plus. Donc ça, c'est un coefficient à vérifier. Il faut qu'il soit supérieur ou égal à 5. Alors, bon, voilà ce qu'on a vu. Bon, là, c'est l'efficacité. Donc ça, c'est une donnée. En fait, c'est le rendement de la chaudière. Donc, c'est une donnée. Donc, bon, après, on va dire que la chaudière ne fournit pas assez, elle n'a pas un bon rendement, etc. Bon, si... il n'y a pas de raison. Bon, si on a des spécifications techniques, même après quelques années de fonctionnement, s'il est bien entretenu, il n'y a aucune raison pour que le rendement ne soit pas correct et ne respecte pas cette valeur-là. Bon, donc après, donc vous voyez, on a l'efficacité, on est jusqu'à 7 points. Et après, pour les filtres, donc, alors, mettre l'entrée donc far from air intake of other buildings, donc l'échappement il faut le mettre loin, donc ça on l'a dit, loin des entrées pour ne pas gêner. Et après vous avez l'unité de condensation, donc on a un point. Si on a un système de récupération, donc heat recovery application, donc sur les gaz, on a 2 points. Et si on a un label et un détecteur de CO, donc chaque indicateur aura un point. Alors après, pour les CVC, on se base sur l'IEF, donc on a vu tout à l'heure, l'IEF qu'on a calculé en fonction des coefficients de performance. Donc on a au maximum, on a 12 points. Puis, on a les autres indicateurs. Donc, la fan,
le ventilateur avec une vitesse réglable, variable. Le CF doit être supérieur ou égal à 5, donc on a mis 2 points. Et si on utilise l'eau de condensation, bon, le drain est là, donc installé, on a 1 point. Si on utilise cette eau pour l'irrigation, on a un autre point. Et si on a un programme de maintenance, on a 1 point aussi. Voilà un petit peu donc, pour la ventilation.